Je ne sens pas. Cette jeune femme a perdu l'odorat à cause du Covid-19. Elle doit réapprendre à sentir les odeurs, dont les plus subtiles. Celles que nos ancêtres ne sentaient probablement pas, comme certains parfums. Voici comment notre seuil de tolérance aux odeurs a évolué jusqu'à un quasi-silence olfactif. Ce livre d'Alain Corbin a révolutionné l'histoire en introduisant une histoire des sensibilités et de l'odorat. Les hôpitaux puent, Au 18e. Oui, au 18e, c'est ça. Oui. Alors, les rues puent, il y a le Montfaucon, c'est absolument abominable, Ah oui. mais aussi les ateliers sont des lieux de puanteur. Enfin, vraiment, ça pue de tous les côtés. Depuis le Moyen-Âge, les villes, les rues, les foyers sont emplis d'odeurs fortes. Urine, excréments, menstrues, sueur, ordures, charognes. Au XVIIIe, on découvre la composition de l'air, un air qui rentre dans le corps humain. Des savants imaginent alors qu'il contamine l'homme. On prend ainsi conscience de ces odeurs. Elles deviennent gênantes, car assimilées à la putréfaction, à la mort. Et une peur grandit, celle d'être infecté par une odeur. L'odeur revêt alors un intérêt scientifique. Médecins et savants tentent de classifier et d'analyser l'air. Et de grands savants, comme Ingen Hus par exemple, se plongent dans leur baignoire avec des bocaux sous les aisselles, etc., pour recueillir l'air, les transvasent dans des bocaux un peu plus grands, et les soumettent à l'œdiomètre. 1794, la chaire d'hygiène publique a pour mission la désodorisation de Paris. Ses employés arpentent les rues afin d'y détecter les sources de puanteur. La bataille de l'odeur commence. On pave les rues, on crépit les murs, on utilise du vinaigre et des chlorures. On privatise les latrines, on brûle des aromates, on collecte les ordures. Dans les églises, l'encens purifie l'air putride des foules. Cette histoire des odeurs s'est brutalement accélérée. C'est-à-dire que depuis 2 siècles, on s'est mis à désodoriser à tout craint. Alors qu'on se méfiait de l'odeur des rassemblements sans distinction de classe, comme le montre ce texte de 1804, dans lequel Obermann exprime sa répulsion de l'opéra, où l'haleine de 2000 corps d'une propreté et d'une santé plus ou moins suspectes vous met tout en sueur. Au cours du 19e, la méfiance évolue et se porte davantage sur les pauvres. Les élites, aristocratie, bourgeoisie, etc., visitent maintenant le logement du pauvre. Les enquêteurs sociaux, les visiteurs des pauvres, les philanthropes rentrent chez les pauvres, rentrent dans les taudis, osent rentrer dans les taudis et ont de plus en plus l'idée que le choléra, par exemple, et d'autres maladies qui résultent de l'infection dans les villes viennent du taudis du pauvre. Alors peu à peu, on voit se spécifier socialement la menace. La stratégie hygiéniste a conduit à une révolution olfactive. Les élites recherchent l'air pur, dans les jardins, à la montagne. Les arômes les plus subtils deviennent perceptibles, comme ceux de la jonquille. Et tandis que les parfums les plus délicats et fleuris sont associés aux jeunes filles de la bourgeoisie, les odeurs plus fortes sont associées à l'animalité et au peuple. Désodoriser les rues n'est plus suffisant. Comité sanitaire et patron du 19e incitent les ouvriers à plus d'hygiène. Contre les vices de l'âme, un peuple ami de la propreté l'est bientôt de l'ordre et de la discipline. Malgré quelques résistances, la répulsion olfactive se diffuse par acculturation dans les milieux populaires. Et à partir de 1860, on enseigne l'hygiène à l'école. En quelques dizaines d'années, les progrès de l'hygiène individuelle aseptisent les foyers, puis les corps. Une aseptisation finalisée par la mise en place du tout à l'égout et par les découvertes de Pasteur, qui ont conduit au silence olfactif dans lequel nous vivons.